Bonjour tout le monde. Il est temps de continuer de parler de la guerre d'Espagne et cette fois nous avons parlé donc de la fin de la guerre, maintenant il faut parler de l'après-guerre. Une des questions importantes de cette après-guerre, c'est la question des réfugiés. En effet, de nombreuses personnes avaient fui le régime franquiste durant les derniers mois du conflit, et une fois celui-ci terminé. Déjà dès 1936, plusieurs personnes avaient commencé à fuir le pays en guerre, soit des gens de droite craignant les persécutions, soit des gens de gauche dans les zones contrôlées par les nationalistes, et des gens également au-delà de leurs opinions politiques, qui fuyaient la guerre, tout simplement. Les choses s'étaient ensuite accélérées, notamment du coup en 1937, à la suite de la chute du Pays Basque, avec un premier exode massif des Basques vers la France, mais souvent il s'agissait d'un départ temporaire et beaucoup vont rejoindre d'autres zones républicaines par la suite ou retourner au Pays Basque pour certains qui pouvaient plus facilement avoir des sympathies pour le régime franquiste. La situation restait alors sous contrôle. L'arrivée est certes importante, mais plus diffuse et les rapatriements évitent l'engorgement des lieux d'accueil. En 1938, on a 15 000 réfugiés qui arrivent d'Aragon. Mais là aussi, certains ont pu rentrer dès la fin de l'année et il n'y avait que 40 000 réfugiés espagnols à rapporter à une communauté de 250 000 Espagnols déjà présents sur place. Il y avait donc une capacité d'accueil pour gérer cette arrivée. Ça ne bouleversait pas tout. Cependant, durant l'hiver 1938-1939, la situation change. On a des centaines de milliers d'Espagnols qui passent alors les Pyrénées dans le froid et la faim, sous les bombardements franquistes et dans la désorganisation. Plusieurs vont mourir pendant le trajet, beaucoup étant totalement épuisés en plus par les 3 années de guerre. On a des femmes, des enfants, des blessés et toute une population fuyant les exactions franquistes. Au début, la France va réagir en fermant ses frontières et va proposer de créer une zone neutre pour les réfugiés du côté espagnol, puisque la France du coup craignait de voir déferler les hordes rouges, sans compter le développement de la xénophobie dans le pays, dans une situation de crise. Et notamment, du coup, il y avait eu le 12 novembre 1938 des lois sur l'accueil des réfugiés pour les durcir. Cependant, Franco refusa cette solution et la France va finir par accepter de laisser rentrer les civils le 27 janvier. Tous leurs biens doivent être laissés à ce moment-là. Et le 5 février, la France autorise les soldats à rentrer à condition qu'ils remettent leurs armes aux autorités. On estime le 10 février qu'il y a près de 500 000 personnes qui sont passées. Le gouvernement parle de 450 000 personnes à ce moment-là, en sachant qu'il y a eu des passages clandestins que le gouvernement n'a pas pu repérer. Donc on est entre 450 000 et 500 000 personnes qui sont venues. Le gouvernement s'attendait bien à un afflux de réfugiés, mais il en avait largement sous-estimé l'ampleur. Les plans qui avaient été mis sur pied prévoyaient ainsi seulement 15 000 réfugiés. Ça n'a rien à voir avec l'ampleur réelle qu'il y a eu dans les faits. D'autres réfugiés vont fuir en bateau, notamment après la perte du Nord qui font qu'une frontière française n'est plus disponible. Et du coup, ils vont être en difficulté parce que souvent, ils partent sur des bateaux de fortune et la flotte anglaise et française ne va pas venir à leur secours. Et donc, on va également compter des dizaines de suicides sur les côtes pour des gens qui tentent d'échapper à tout prix à la répression franquiste. La majorité va arriver en France, qui est le pays donc frontalier. L'accueil se fait là dans de mauvaises conditions, ils sont parqués dans des camps, les familles sont séparées, il y a peu de vivres, peu de médecins, des abris de fortune, pas d'eau potable, des épidémies vont se répandre et la population se montre rarement très accueillante. Même en Catalogne française, il n'y a pas de fort sentiment de solidarité avec le catalan espagnol. Les mouvements de solidarité vont être en fait surtout organisés politiquement avec des initiatives du Parti communiste français et de la CGT, mais progressivement l'hostilité va diminuer, déjà il n'était pas généralisé, et l'accueil va devenir plus fraternel, passer les premières réticences et peurs. Il faut voir que de toute façon, devant l'ampleur de la débâcle, l'accueil n'aurait pas pu être bon. Logistiquement, ce n'était pas possible d'assurer l'accueil dans de bonnes conditions de toute cette population. Cependant, il y a quand même eu des comportements de vexation gratuite envers les exilés, d'humiliation, et la France ne s'était vraiment pas préparée à ça. Si elle s'était mieux préparée et qu'il y avait eu une considération sur le plan purement humain meilleure, déjà les conditions d'accueil auraient été meilleures, même si matériellement, il y aurait quand même manqué de nourriture, de vivres, de soins. Mais si au moins ils avaient été traités avec dignité par les gens auxquels ils étaient en contact, les choses auraient été moins mauvaises. Les enfants de leur côté, après avoir été d'abord dans des camps, vont ensuite être envoyés dans différentes communes et des colonies de vacances où les conditions de vie vont être meilleures. Les conditions de vie dans les camps s'améliorent également, même si ça reste sommaire. Et la situation va quand même vite se dégrader de nouveau avec le déclenchement de la guerre qui provoque des pénuries partout et l'instauration du régime pétainiste, là aussi avec de fortes pénuries dans le pays et en plus un régime qui est beaucoup plus hostile aux républicains espagnols. Donc au niveau des camps, on a le camp d'Argelès-sur-Mer, de Bacarès, de Saint-Cyprien. Ils sont construits à même le sable par les réfugiés qui servent donc du coup de main d'œuvre. D'autres camps vont ensuite se rajouter à Gurs, Bram, Agde, etc. Ils sont pensés pour désengorger les camps principaux où ils sont internés plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Par exemple, le camp d'Argelès en mars 1939 compte 87 000 personnes.
quand même assez important. D'autres sont en Afrique du Nord, puisque ceux qui sont partis plutôt du sud de l'Espagne par la mer ont pu arriver en Afrique du Nord. Là aussi, ils vont être dans des camps, notamment des camps de travail. Ils sont environ 30 000 et ils vont y être jusqu'à la libération de l'Afrique par les Alliés. Et plusieurs vont alors se joindre aux Alliés pour se battre à leur côté. Et tous ces camps étaient à l'époque appelés camps de concentration. Même si maintenant le terme, on évoque surtout les camps allemands, on utilisait déjà ce terme à l'époque. Les Espagnols vont ensuite être embauchés sur différents chantiers en priorité. Par exemple, les constructions de barrages, de chemins de fer, dans les mines, ouvriers agricoles. D'autres vont être intégrés à la Légion étrangère et d'autres encore envoyés en Espagne. D'autres vont être embauchés dans des travaux plus classiques, notamment s'il y avait déjà des relations dans le pays par le biais de familles déjà installées sur place. Et donc là, ils vont être comme n'importe quel immigré dans le pays. À la mi-juin 1939, on compte ainsi encore 173 000 Espagnols internés dans les camps français. Donc ils sont encore très nombreux, plus donc ceux qui sont libres et ceux qui sont partis dans d'autres pays. Alors, les autres pays ont assez peu participé. On a la Belgique qui va prendre 5 000 réfugiés. Le Royaume-Uni et l'URSS vont juste envoyer une contribution financière, même si l'URSS va quand même accueillir quelques réfugiés sélectionnés sur le volet parmi les cadres communistes, même s'ils ne sont pas toujours pris dans de bonnes conditions. Et au final, c'est surtout le Mexique qui va le plus aider, qui a été déjà un allié de la République espagnole, en accueillant entre 20 000 et 30 000 personnes, notamment des intellectuels. C'est un accueil qui se fait dans de meilleures conditions, déjà matériellement parce qu'ils sont moins nombreux et le Mexique s'était préparé à les accueillir. Et puis c'est un pays qui partage la même langue, on a un climat qui est plus proche, et c'est un pays où ces républicains ne sont pas vus comme des rouges dangereux, comme en France. D'autres pays du coup d'Amérique du Sud vont en accueillir, 2000 au Chili par exemple, de même à peu près en Argentine, au Venezuela, en Colombie ou à Cuba. Donc dans les faits, la France est en effet le pays qui a contribué le plus à cet accueil. Malgré la mauvaise qualité de cet accueil, c'est quand même le pays qui a mis le plus d'efforts dans celui-ci. Donc il faut quand même le reconnaître. Si on peut être critique de l'attitude du gouvernement français, il faut reconnaître cet aspect-là et être critique au moins autant, voire plus, d'autres gouvernements. C'est du coup maintenant que de plus en plus d'Espagnols travaillent, encore plus après le début du conflit mondial où il faut remplacer les hommes partis au front, ils peuvent gagner un peu leur vie et le regroupement familial se développe. D'autres, comme je l'ai dit, sont mobilisés dans la Légion étrangère et donc ils vont se battre contre l'Allemagne nazie, qu'ils avaient déjà combattu durant la guerre d'Espagne, puisque je vous rappelle que l'Allemagne nazie avait été aux côtés de Franco. Je vous invite à aller voir notre vidéo sur les interventions étrangères dans la guerre d'Espagne. Plusieurs vont ensuite s'engager dans la résistance, mettant en profit leur expérience militaire. Par exemple, chez moi, il y a eu des militants anarchistes espagnols qui avaient été affectés à la construction du barrage de l'Aigle qui vont s'engager dans la résistance. Dans la France libre également, notamment la Nouébé, qui est donc dans la 2e DB du général Leclerc, et qui va participer à la libération de Paris, et qui vont même être les premiers à entrer dans la capitale le 24 août 1944. Mais ça, j'en ai parlé dans cette vidéo. Plusieurs vont mourir cependant en déportation. Ils étaient en effet persécutés par l'occupant et les régimes de Vichy, qui les voyaient comme des gauchistes, et ce qu'ils débectaient en fait, et ils vont obtenir le statut de réfugiés qu'en 1945, après la fin de la guerre. Au total, 140 000 d'entre eux vont rentrer en Espagne, espérant un peu de clémence, mais souvent ils vont être arrêtés et exécutés. Il y aura donc ensuite, pour ceux qui restent à l'exil, des gouvernements en exil. Il y en aura 2 qui vont exister, et ils vont avoir d'importants conflits entre eux, qui est donc l'héritier des fortes divisions qu'il y avait dans le camp républicain, mais ça nous allons en parler dans une autre vidéo. On a également donc des parlements avec d'anciens élus du Cortés qui se maintiennent, et une résistance au franquisme va également perdurer, mais faiblement. Quelques mouvements de guérilla, des distributions de tracts, mais rien en mesure de combattre. Mais il y a également en 1944 où plusieurs anciens de la guerre d'Espagne vont revenir se battre pour tenter de renverser Franco, espérant alors qu'il soit emporté comme l'avaient été ses anciens alliés Mussolini et Hitler. Mais non soutenus et pas assez nombreux, ils vont être massacrés. Ainsi, le 19 octobre 1944, une division de 4000 hommes passe les Pyrénées. Et alors que plusieurs attaques de diversion sont lancées, ils vont occuper quelques villages, mais les nationalistes vont mobiliser une armée de 40 000 hommes, et contrairement aux espérances des républicains, la population locale ne va pas les rallier massivement. La population a trop souffert de la guerre, ils ne veulent pas se relancer là-dedans. Ils vont donc devoir se replier, laissant 200 morts et 800 prisonniers, et ça va être la dernière grande opération contre Franco. Certes, les guérillas vont se poursuivre durant les années 50, avec quelques milliers d'hommes réfugiés dans les montagnes, mais ça va rien changer. D'autres réfugiés vont revenir progressivement, et c'est surtout après 1975 que pas mal vont revenir après la chute de Franco, mais certains vont rester en France définitivement. De l'autre côté du coup des Pyrénées, si Franco a en effet gagné, totalement emporté la victoire, le pays est en ruine. Plus de 600 000 personnes sont mortes, jusqu'à 1 million d'après certains chiffres, même si ça compte aussi du coup les effets indirects de la guerre avec l'augmentation de la mortalité infantile, le manque de soins, le manque de nourriture, tout ça. Les victimes directes du conflit seraient entre 300 et 340 000. C'est difficile d'avoir des chiffres précis,
Perte de centaines de milliers aussi d'habitants par les exils définitifs, ceux qui vont continuer de fuir durant la dictature. Plusieurs villes ont été totalement détruites, de nombreux autres ont subi des dégâts importants. La flotte marchande a perdu 40% de son tonnage. La natalité s'est effondrée. Si on compare 1935, il ne reste plus que 60% des chevaux, 72% des mulets, 73% des bovins. La production de blé n'est plus que de 30% de ce qu'elle était en 1935, 35% pour l'orge, de même pour le tabac et l'olive, et la betterave a mieux résisté, mais elle a quand même perdu à peu près un tiers. Les années 1941 et 42, ainsi que celles de 45, vont être marquées par d'importantes disettes, un pays au bord de la famine. Alors, c'est l'Europe en général qui manque de nourriture durant cette période, mais dans le pays, c'est quand même assez criant. Les salaires se sont effondrés. On ne reviendra au salaire de 1931 que dans les années 1960, alors que les prix ont explosé, notamment sur le marché noir qui s'est développé. L'industrie est en ruine. De nombreuses infrastructures également sont détruites, les véhicules aussi, les routes, les ponts, les chemins de fer. Le pays est endetté, il n'a quasiment plus d'or. Et la situation a été aggravée par l'attitude de Franco. Parce que je vous rappelle que Franco a refusé toute concession pour mettre fin à la guerre plus tôt. Une paix aurait pu être trouvée un an plus tôt, avec Franco certes gagnant, mais avec des compromis sur la répression et le maintien d'une certaine forme de démocratie. Franco a refusé et ça a donc aggravé les dégâts. La répression se poursuit également. Il y aura plusieurs dizaines de milliers de prisonniers politiques. Alors, les chiffres d'exécution varient. On parle, d'après certains historiens, entre 150 000 et 190 000 exécutions au total, notamment avec des assassinats sommaires liés à l'épuration aveugle et au règlement de compte personnel. Pour ce qui est des exécutions judiciaires officielles, le chiffre de 22 700 est avancé par certains auteurs, mais c'est un nombre qui est souvent considéré comme minoré et qui ne prend pas en compte toutes les exécutions qui ont été faites hors dehors du cadre légal ou dans des sommaires et donc non présentes dans les statistiques. Les emprisonnements se font dans de très mauvaises conditions, ce qui fait qu'il y a aussi des gens qui meurent du fait des mauvaises conditions de vie en prison, donc ça il faut aussi le rajouter. Ainsi, durant les années 1940, le pays compte 270 000 prisonniers politiques, donc c'est quand même pas mal. Et on a également une pratique courante de la torture. On a également les enfants de parents suspects qui leur sont retirés pour les éduquer dans l'idéologie nationaliste, et toute personne soupçonnée d'avoir appuyé les républicains peuvent être condamnées. On a également des biens qui sont saisis, de lourdes amendes. Il y a en plus donc tout ce qui est exactions non contrôlées, fait par des soutiens du camp nationaliste, que ce soit par vengeance des crimes de guerre, ou juste par haine des républicains encouragés par le régime, et on a également une inspiration de l'administration. Et un culte de la personnalité se met également en place autour de Franco. Cependant, l'Espagne franquiste refuse d'intégrer pleinement l'Axe. Certes, il va envoyer des volontaires se battre à ses côtés, il va laisser l'Axe utiliser ses bases, mais il ne va pas déclarer la guerre. Ça sera envisagé, il y aura des négociations dans ce sens, mais Franco avait demandé du matériel et des territoires en échange. Il devait du coup à l'origine attaquer le Maroc français et Gibraltar du coup britannique. Il y a aussi le fait que le voisin portugais qui avait soutenu Franco également, du coup avec Salazar, le dictateur d'extrême droite, était de son côté assez proche de l'Angleterre, puisque le Portugal était un pays qui a de très bonnes relations historiquement avec l'Angleterre. Et donc le Portugal va financer des généraux conservateurs espagnols pour qu'ils s'opposent à une entrée en guerre de l'Espagne, et notamment à Suner, beau-frère de Franco, qui est un pro-nazi, mais qui va être progressivement écarté du pouvoir, perdant sa place de numéro 2 du régime. Il faut voir en plus que l'Espagne avait besoin de livraisons britanniques pour son développement, donc c'était pas le moment d'entrer en guerre. Et le pays n'était pas en mesure de livrer un tel conflit. Une armée exsangue, et comme je vous l'ai dit, son économie, son industrie étaient en ruine. Donc dans ces conditions, entrer en guerre, c'était une folie. Et Franco craignait une défaite de l'Axe et souhaitait ne pas prendre le risque d'être entraîné dans sa chute. Il va ainsi se montrer assez malin et sauver son régime qui a pu perdurer jusqu'à sa mort en 1975. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Dans les prochaines, nous allons parler de différents aspects de la guerre civile, la question de la révolution sociale, de la répression durant la guerre, des divisions, des conflits, et nous parlerons à l'avenir également du régime franquiste, qui nous permettra aussi plus de parler en détail de l'après-guerre en Espagne. Et nous parlerons aussi sûrement du rôle des Espagnols dans la résistance, pour compléter notre vidéo sur la Nueve. Voilà. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à l'aimer, à la commenter pour dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir les amis!